Bienvenue Issam El Magheri. Bonsoir, et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des experts comptables. Oui. Alors quand on est président de l'Ordre des experts comptables, est-ce qu'on a un avis, une opinion sur tous les débats publics qu'il peut y avoir aujourd'hui dans notre pays, sur la place des langues étrangères à l'école, dans le cadre de la réforme du système éducatif? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent, vous? Oui, on a un avis par rapport à tout ce qui concerne déjà notre profession. Nous sommes une profession qui intervient dans pas mal de domaines, notamment dans le domaine de l'accompagnement des entreprises, du climat des affaires, dans l'acte d'investir si on veut. Et puis nous sommes aussi une profession citoyenne. On intervient de pas mal de... On fait du social aussi. On reviendra effectivement par rapport à tout ça, mais vous, en tant que président du Conseil de l'Ordre, vous êtes avant tout citoyen marocain. Bien sûr. Vous êtes, je crois, d'ailleurs issu du système éducatif public. Oui, je confirme. Vous avez gravi tous les échelons. Oui. C'est bien ça? Oui, oui. Lorsque vous entendez aujourd'hui des fiers de l'être. Fiers de l'être, vous avez tout à fait raison, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Et lorsque vous entendez aujourd'hui des débats autour de la place qui doit être accordée aux langues étrangères dans le système éducatif, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, avec chacun plus ou moins un argumentaire, vous en pensez quoi, vous? Le débat en soi est important, ça permet d'alimenter un système démocratique, c'est normal. Mais je pense que la question des langues étrangères, aujourd'hui, à mon avis, elle est derrière nous, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui s'internationalise, et toute formation, quel qu'en soit, se veut également répondre aux besoins réels des économies et des nations. Et je pense aujourd'hui que une seule langue, ou même deux, je dirais même plus, ou même trois, n'est pas suffisant dans un monde qui s'internationalise et où la concurrence... Il faut maîtriser plus de 3 langues étrangères, selon vous? C'est le minimum, en fait? Je pense que 3 langues, c'est déjà... on n'est jamais au minimum. Si on veut demain inspirer concurrencer... Vous qui êtes issu du monde, je vais dire, de l'école publique, vous êtes parfaitement bilingue? Oui, on est bilingue. Oui, parfaitement. Je dirais même trilingue, puisqu'on parle aussi, à l'époque, au lycée, on avait aussi la langue anglaise. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très courant et c'est pas... on n'est pas un pays qui vit en autarcie. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a tout un débat là-dessus entre ceux qui veulent pas, quoi? Qui veulent pas, il y a des tribunes partout un petit peu dans les médias, des prises de parole. Nous avons reçu, nous, ici même, des membres de l'Istiqlal ou du PJD la semaine dernière, sans les citer, sans rentrer dans une démarche partisane pour vous, en termes de serait-ce que de réflexion et de positionnement. Mais voilà, ce débat-là, c'est quoi? Ça veut dire que pour vous, c'est comme si on revient en arrière et qu'on veut pas aller de l'avant, ou c'est où il y a d'autres... Nous, en tant que profession, on est une profession apolitique déjà. Oui. C'est important, on est des techniciens. Mais il nous arrive parfois de dire ce qu'on pense, mais en tant que citoyen, mais pas forcément en tant que profession. Tout ce qui intéresse les citoyens marocains nous intéresse bien évidemment. La question de la langue, oui, c'est vrai, il y a un débat que tous les Marocains suivent, on le suit aussi, d'accord? Notre point de vue, en tout cas mon point de vue, en tant que citoyen, c'est de dire que c'est un faux débat. Je pense que aujourd'hui, il faut qu'on aille de l'avant, et que moi, j'aurais souhaité. En fait, je souhaite dans la future voir des jeunes Marocains qui sont parfaitement trilingues ou même quadrilingues, si on peut le dire, et qui peuvent, là où ils vont, travailler tranquillement et être compétitifs et affronter les défis de la concurrence à l'international. C'est une illusion de dire qu'aujourd'hui, un Marocain qui parle une langue ou même deux, ou même trois, pour être plus large, que demain, quand on voit ce qui se prépare et quand on voit la concurrence qui s'accentue sur le plan international dans tous les domaines, et notamment le marché de l'emploi, il est dans notre intérêt de dépasser ce débat, c'est mon point de vue, et de chercher plutôt l'efficacité et la qualité. Et ceux qui amènent le débat et la réflexion en disant on est la langue arabe avant tout parce qu'on est avant tout marocain, et que donc il y a une dimension, une motivation identitaire dans cette réflexion. Vous, Issam Magheri, vous dites, voilà, moi je suis parfaitement trilingue et vous êtes parfaitement marocain. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue, de toute façon, ou les langues n'ont rien à voir avec l'identité même de l'individu, et de la personne. Oui, je suis marocain, ça c'est sûr.
Mais je ne me contente pas uniquement de la langue. Je pense que, quelle que soit la langue, on est marocain. Maintenant, le Marocain, à mon avis, le plus utile à son pays et à sa société avec un grand S, c'est un Marocain qui est efficace. Et très efficace aujourd'hui, je ne pense pas que c'est parce que je parle telle langue ou telle langue qui va faire que je vais être utile à mon pays, en tout cas. Je pense que, je l'ai dit, je le redis encore une fois, je suis un partisan de plusieurs langues étrangères à maîtriser si on veut vraiment bâtir une économie future, y compris pour devenir la compétition et à l'international. On va y revenir d'ailleurs, mais y compris pour devenir expert comptable. Oui, et surtout pour devenir expert comptable, oui. Parce que notre métier s'internationalise, se mondialise, et ce sont d'ailleurs on le voit sur le terrain. Ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui formés à plusieurs langues qui sont plus dynamiques, plus efficaces. On reçoit des capitaux étrangers, des investisseurs étrangers qui ne sont pas forcément arabes ou français. On reçoit des investisseurs étrangers de tous les pays presque. Et là, vous communiquez en anglais, essentiellement ? Il faut arriver à communiquer en anglais, bien sûr, en plus des autres langues étrangères. Et il y a même des langues qui ne sont pas souvent citées, mais qui sont également importantes. On a par exemple l'espagnol, c'est important. Je pense que l'Espagne, si je ne me trompe pas, c'est notre troisième partenaire sur le plan économique. Et donc, à mon avis, c'est important de former nos jeunes à plusieurs langues. Donc, ça, en tout cas, pour vous, c'est un faux débat. Je ne cherche pas, sans idéologie ni quoi que ce soit, je cherche à être vraiment apolitique, comme je viens de dire, et d'être pragmatique. Parce que cette histoire de langue, à mon avis, il y a une question identitaire, oui, mais il faut la traiter avec un pragmatisme relativement... C'est-à-dire vivre dans le monde aujourd'hui et inscrire le Maroc dans une dynamique. Tout en gardant, bien évidemment, notre identité en tant que Marocain, ça à mon avis, l'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, vous allez être le parfait exemple, ou l'exemple vivant en tout cas, non ? Oui. On passe à la fiscalité ? Allez-y. Vous allez être aussi à l'aise, ou même peut-être plus à l'aise sur le terrain économique et fiscal ? Oui. Parce que vous êtes licencié en sciences économiques, j'ai vu. Oui, j'ai licencié en sciences économiques en 95. Voilà, option, bien sûr, économie d'entreprise, à l'université Qadéria de Marrakech. Qui est une référence, d'ailleurs. Oui. L'université. J'en suis fier d'être issu justement d'une université qui est aujourd'hui parmi les universités, en tout cas les plus cotées. C'est la première université au Maroc qui est reconnue à l'international. Oui, j'en témoigne. Et c'est comme quoi la qualité finalement et la persévérance finit par payer. Mais ça me fait, avec modestie, j'ai effectivement une licence de cette université. Mais après, je suis venu également à Casablanca. Vous êtes passé par l'ISCAE ? Oui, je suis passé par l'ISCAE. J'ai préparé mon diplôme d'expert comptable, mon diplôme national d'expert comptable. Et là aussi, c'est une école qui m'a beaucoup donné sur tous les plans. Et j'ai pu... et c'est là où peut-être c'est très enrichissant, c'est que je peux avoir aussi une vision cette fois-ci beaucoup plus d'école de commerce. Parce que l'université, c'est l'université. C'est le lieu de débat, d'échange, parfois politique, social, etc. L'école de commerce m'a donné la technicité qui me manquait. C'est-à-dire d'avoir une approche beaucoup plus micro que... Oui. Surtout une école de commerce comme l'ISCAE, avec toute l'expérience derrière et tout le... Tant mieux, donc j'ai en face de moi un diplômé issu de l'université et peut-être de l'école publique, issu aussi de milieu social aussi, moyen, qui s'est fait à la force du poignet, c'est ça ? C'est un petit peu ça aussi. Parce que je suis venu du Grand Sud, quoi. Oui, du Grand Sud, mais c'est pour ça qu'en préparant l'émission, on a vu votre parcours. Oui. Votre parcours de vie, votre parcours professionnel. Oui. Voilà, je sais aussi que vous êtes un pur produit de ce Maroc, de ce Maroc Dubaï qui a grandi. C'est ça. Voilà. Donc vous allez nous dire sur le terrain fiscal et économique, quelle est votre lecture des choses aujourd'hui ? Parce que j'ai l'impression, modestement, qu'on parle beaucoup plus de contrôles fiscaux, de la DGI, de l'adresse électronique, de l'ICE, des professions libérales qui sont aujourd'hui pointées du doigt et où il y a un affolement général, avec plein de manifestations. D'ailleurs, tout le monde est descendu dans la rue ces derniers mois. Mais on ne parle pas de conjoncture économique et de contexte économique. Quelle est votre lecture un petit peu de ces deux mondes-là, économique et fiscal ? Je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les deux, en fait. Que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne vit pas dans un environnement fermé et dans une île loin du continent, quoi. Le Maroc, historiquement, c'est un pays ouvert, économiquement parlant. Je peux même dire culturellement aussi. Et donc, tout ce qui se passe à l'international finit en règle générale par arriver chez nous, qu'on le veut ou pas.
économiquement, on est très lié à ce qui se passe à l'international et surtout à ce qui se passe en Europe et chez nos voisins. C'est pour ça que la conjoncture économique internationale, elle nous impacte directement. En tout cas, il influence directement notre économie. En plus, bien évidemment, des caractéristiques qui sont propres à notre économie, qui sont toujours là, que tout le monde connaît, notamment notre lien, en fait, la dépendance, si vous voulez, de la pluviométrie. Et ça, tout le monde le reconnaît. Et donc, quand il y a des années où il ne pleut pas, quand la pluie va, ça va, quand ça ne pleut pas, ça ne va pas. Voilà, donc la croissance, il a un peu tiré vers le bas, et on le comprend. Maintenant, il faut rester optimiste, je le suis. Je suis très optimiste par rapport à cela. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont aujourd'hui en train de se faire, beaucoup de projets, beaucoup de plans, de programmes pluriannuels. C'est déjà en soi, à mon avis, un point très positif. Mais tout ça, vous savez qu'on va devoir le revoir aussi. Dans la perspective d'un nouveau modèle économique, il va falloir tout remettre à plat et tout ajuster, tout évaluer, ce qu'on n'a jamais fait aussi. Mais simplement sur le domaine fiscal. Est-ce que la fiscalité est en train de créer, selon vous, en fait, en tout cas, le changement de paradigme fiscal qui est en train de se profiler dans un horizon court et moyen terme, puisqu'il y a les assises dans 2 mois d'ailleurs, est en train quelque part aussi d'affoler certains métiers, certaines professions libérales. Oui, la fiscalité... Et qui, du coup, ils sont en train de dire, oui, le climat est morose, mais parce que simplement, vous avez fait référence à l'Europe, essentiellement, parce que 75% de nos échanges commerciaux se passent avec l'Europe, et en Europe, le notaire qui doit payer ses impôts, il paie ses impôts. L'architecte qui doit payer ses impôts, il paie ses impôts. L'expert comptable qui doit faire son travail et qui doit certifier des comptes, le fait en engageant aussi sa responsabilité. On est bien d'accord. Est-ce que c'est le cas chez nous aujourd'hui ? Oui, on y travaille. On y travaille, on y travaille, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on tend vers ce modèle-là, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Quand on voit ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre-novembre... On ne peut pas non plus généraliser, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, je préfère plutôt rester être réaliste. Hein. C'est très facile de dire oui ou non, mais je préfère être réaliste en disant que depuis déjà des années, une Disney, ce n'est plus. Le Maroc a fait un grand effort sur le plan modernisation de son arsenal, je dirais, législatif, y compris fiscal. Fiscal, ça on est passé par plusieurs réformes, je dirais même réformettes. Oui. Et simplification. Réformette fait référence à 2006. À 2006, 2007, effectivement. Mais après, depuis 1980, on n'a rien fait. Concrètement, sur le cadre macro, IS-TVA, il y a rien qui a bougé. Oui, c'est pour ça que je parle d'une dizaine d'années, au moins. Ouais. Au moins, c'est pour ne pas revenir un peu plus loin. Et je pense, pour ne pas aller au-delà, je pense que le travail qui a été fait, il mérite quand même d'être salué. Parce que si ce n'est le travail il y a 10 ans, peut-être il y a même plus, je dirais 15 ans en plus, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler d'une réforme fiscale, encore une fois. Les chiffres en témoignent. C'est par rapport à ce qui a été fait, c'est par rapport à ce qui a été fait, ou c'est par rapport au fait qu'on s'est rendu compte aujourd'hui avec insistance qu'il y a un manque à gagner pour l'État qui est conséquent. On parle de 5 milliards de dollars, un peu plus de 50 milliards de dirhams, que les finances publiques aujourd'hui sont tendues, et donc c'est un peu compliqué, et que c'est ça surtout qui a motivé la refonte de modèle fiscal, et a demandé peut-être à des professions, et des professions libérales essentiellement, de payer ce qu'ils devaient payer. Oui, mais les professionnels marocains, comme tous les Marocains, oui, mais doivent... Non, mais le salarié, lui, il paye sans qu'on lui demande son avis, parce qu'il est prélevé à la source, alors que les autres, c'est sous le régime déclaratif. Écoutez, la fiscalité, même sur le plan théorique, quand on parle de la théorie fiscale, on sait très bien que la fiscalité a des objectifs précis. L'un des objectifs de la fiscalité, c'est effectivement, et le premier même, c'est de drainer les recettes nécessaires au fonctionnement de l'appareil de l'État. Et ça, c'est un principe constitutionnel. Le financement de la solidarité nationale, c'est ça ? Qui parle de la solidarité, mais qui parle aussi de l'article 39 et l'article 40 de notre Constitution, et qui parle de manière claire de la contribution de tous dans les efforts de développement de notre économie, mais aussi dans le financement de la dépense publique, si vous voulez. Bien évidemment... Un dirham investi, c'est un dirham qui doit être financé. C'est ça. Si on prend les deux articles de la Constitution, c'est ça. C'est-à-dire, on peut pas faire ni de catégorie, ni de secteur, ni parler de couche ou de quelque chose de ce genre. Mais c'est pour dire que tous doivent contribuer, bien évidemment, selon leurs moyens. C'est ça ce que je veux dire, selon leurs revenus. Ça, c'est un principe constitutionnel. Selon le patrimoine aussi. Patrimoine, oui. Pour l'instant, oui, mais parce que pour l'instant, le patrimoine n'est pas dans l'équation. Mais c'est pas jusqu'à aller, par exemple, de dire que on va proposer une certaine imposition de patrimoine. C'est pas là. Non, en tout cas, je ne pense pas que c'est. Mais s'il y a une réflexion globale, ça peut être aussi intégré parce qu'il y a taxer les revenus, les ressources financières, mais il y a aussi de pouvoir la taxation, taxer aussi le patrimoine. C'est l'une des recommandations des assises de 2013. Oui. 2013, avril 2013.
Mais je ne pense pas, personnellement, mais ça encore une fois, c'est ma propre opinion, je ne pense pas que la fiscalisation du patrimoine soit vraiment la solution. Sachant que aujourd'hui, on voit, il y a des pays à l'international qui l'ont fait, qui l'ont regretté, puisqu'il y a beaucoup de fuites de capitaux et d'investisseurs. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste dans la position du gain, de profit, ou de la plus-value, ou des revenus, comme vous l'avez dit. Et chercher, comme principe constitutionnel d'ailleurs, chercher aussi le juste milieu, c'est-à-dire la fameuse équité qu'on cherche tous depuis toujours. D'ailleurs, il se trouve que c'est le thème central. Le thème des prochaines assises de la fiscalité. Même vous l'avez repris ce thème, l'équité pour une équité fiscale. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Oui. Il faut faire un diagnostic. Tout le monde est d'accord? Sur le plan du principe, oui. Mais personne ne veut payer. Mais personne ne veut payer. Non, c'est pas que personne ne veut payer. Alors aujourd'hui, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est de revoir ce système fiscal déjà, dire qu'est-ce que ne va pas dans ce système, pas uniquement sur le plan équité, mais je dirais même sur le plan de tous les principes généraux. Ce qui figure dans le code des impôts aussi, peut-être qu'il n'est pas forcément. Vous avez parlé de la reddition des comptes, vous avez parlé de cette question de contrepartie là, dont on entend parler de temps à autre. Vous en pensez quoi, cette contrepartie? Le notaire ou le médecin du secteur privé qui dit mais moi pourquoi je devrais payer les impôts puisque je paye l'école à mes enfants dans une école privée? Oui, il faut travailler sur ça. Est-ce que pour vous ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens. Moi je pense que en tant que citoyen, on a des droits, des obligations, d'accord, et que l'obligation c'est de payer son impôt, obligation c'est de pas avoir ses droits, partie directe. Mais on peut pas lier les deux. Moi je pense en tant que citoyen, il faut d'abord être dans cette pas jusqu'à dire être altruiste, non, mais dire que je fais ce que j'ai à faire déjà moi. C'est-à-dire je paye ce que je dois en toute transparence. Et après revenir derrière pour dire maintenant où sont mes droits en tant que citoyen. Maintenant là où il faut faire attention, c'est qu'il y a une dynamique qui est là et on peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que il y a quelques années, on a voté une loi organique des finances qui en réalité il répond en partie à ces soucis-là, parce que cette loi organique des finances dont on parle très peu. Moi, je pense de quelle année? Moi, je me rappelle plus l'année exactement, mais il y a 2-3 ans, je pense, je me rappelle plus l'année, mais peu importe l'année, mais c'est le contenu de cette loi qui est important pour nous. C'est-à-dire quand on voit que c'est une loi aujourd'hui qui parle de la réduction des comptes, qui parle de la transparence des finances publiques, qui parle il y a au moins une dizaine de rapports, de rapports qui doivent accompagner le projet de loi de finances et qui portent justement sur ces questions de transparence, de performance. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'il faut mettre des lois et des gendarmes pour que les gens puissent... Est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous trouvez normal qu'il faut mettre des lois et des contre-lois, des gendarmes pour que les gens s'acquittent de leur impôt? Parce que je crois que savoir que les experts comptables, grosso modo, dans votre portefeuille client, je ne parle pas de vous spécialement, mais il y a des notaires, il y a des architectes, il y a des commerçants grossistes, il y a un petit peu toutes ces catégories de population. Je suis bien d'accord. Donc ces gens-là, jusqu'à présent, je n'ai pas dit tous, mais beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, passaient entre les mailles du filet. On est d'accord là-dessus? C'est très difficile de dire... c'est pas moi qui le dis, c'est la DGI qui a eu de désigner des gens, etc. Il y a eu une opération de régularisation fiscale. Des secteurs, c'est pas comme ça que ça doit se passer. À mon avis, quand on parle de l'équité, il faut rester il faut vraiment relativiser. Il y a une loi. Cette loi, à mon avis, mérite d'être analysée, diagnostiquée, etc., pour voir ce qui ne va pas justement, pour voir comment renforcer le civisme aussi fiscal, comment l'expert comptable expliquer... Est-ce que l'expert comptable il a un rôle prépondérant là, à ce niveau-là? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Est-ce que l'expert comptable a toujours joué ce rôle-là? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on est quand même, on a l'avantage d'accompagner tout le monde. Parce que vous êtes au contact de ces entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, TPE, civiles ou commerciales ou autres, même professions libérales. On les accompagne au quotidien. Et donc nous sommes, en tout cas je le prétends, connaître la situation financière et comptable et le degré de conformité en tout cas dans nos clients. Vous êtes en première ligne. C'est pour ça que quelque part il y en a certains qui disent mais attention, l'expert comptable il a aussi une responsabilité. Dans tout ce qui s'est passé, l'opération de régularisation qui a été initiée par la DGI, Direction Générale des Impôts sur l'ensemble des professions libérales, c'est parti des notaires, des architectes, des médecins du secteur privé, des notaires, parce qu'on avait également le président du Conseil de l'ordre des notaires qui était là, il y a quelques semaines, il y a eu quelques soucis, il y a encore des soucis d'ailleurs, mais donc ça veut dire que est-ce que l'expert comptable aussi a quelque part, j'ai envie de dire, je vais chercher le mot, à cautionner?
Non, c'est très fort. C'est trop fort. Non, on n'a pas cautionné. Est-ce qu'il faut que je modère le terme? Je dis pas cautionner, je dis c'est quoi? Non, moi je pense que non, la responsabilité en tout cas du teneur de compte, parce que l'expert comptable n'est pas le teneur de compte, l'expert comptable c'est le conseil. On n'a pas aujourd'hui, c'est l'accompagnateur, il a une mission pédagogique, il explique, il coach parfois, il répond bien évidemment sur le plan juridique, comptable, fiscal, financier et managérial aux questions des entreprises. Mais il ne se substitue pas au chef d'entreprise de la prise de décision, de conformité, etc. Et c'est son rôle d'attirer bien évidemment l'attention de l'entreprise à ces questions-là, quel que soit de genre, à mon avis, qui reste managérial, mais ne se substitue jamais au chef d'entreprise pour prendre une décision. Non, c'est le chef d'entreprise, de toute façon, qui a le dernier mot. C'est sa responsabilité. Mais si le chef d'entreprise, parce que c'est des clients aussi comme vous avez dit d'ailleurs dans une déclaration chez un de nos confrères que le marché est de plus en plus étroit. Exact. Ouais, on est bien d'accord. Donc ça veut dire aussi que quand il y a un client qui vous dit voilà, moi faites en sorte que je paye le moins d'impôts possible, ça c'est quelque chose de courant chez vous. Je ne peux pas dire courant. Ici, d'ailleurs, ici au Maroc ou ailleurs dans le monde. En tout cas pas pour les dans le cadre avec une enveloppe optimisation fiscale. Donc, est-ce que là aussi, avec ces professions libérales qui sont là et qui sont en train de se mettre en règle ou en conformité auprès de l'administration fiscale, est-ce qu'il y a aussi une responsabilité, une fois de plus, de l'expert comptable? Non, on ne peut parler de responsabilité de l'expert comptable qu'en conformité avec les textes, avec la loi. C'est-à-dire que quand on parle de la production d'informations financières, de l'information comptable précisément, aujourd'hui, au niveau des textes, qu'ils soient comptables agréés ou experts comptables ou autres, ou commissaire aux comptes, parce qu'il y avait trois ou même commissaire aux comptes, oui, ils ne peuvent être responsables, d'accord, qu'en conformité à la loi, qu'il soit la loi qui réglemente la profession elle-même, ou la loi les autres lois, les lois sur les sociétés, le code de commerce, la loi comptable, c'est-à-dire un alignement à la loi. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui responsabiliser un professionnel pour le faire assumer une responsabilité qu'il n'a pas de par les textes. C'est-à-dire un professionnel aujourd'hui n'a pas à se prononcer sur les comptes d'une entreprise. C'est pas son rôle. Au meilleur des cas, il fait une sorte de compilation, d'accord, et tout en se concertant bien évidemment avec le chef d'entreprise, et comme je vous ai dit, la responsabilité finale c'est le chef d'entreprise. Des chiffres beaucoup plus qui sont communiqués aux professionnels reste du chef d'entreprise. C'est la responsabilité. On a bataillé, on le fait toujours, et j'espère qu'on va être entendu sur ce plan-là, vers une généralisation de l'audit financier. Parce qu'en réalité, la solution, c'est ça. C'est de dire, on a un problème aujourd'hui avec l'information comptable produite par les entreprises, c'est très bien. Mais nous, on est des auditeurs. Et il faut faire adhérer le maximum d'entreprises et de PME à la certification des comptes. Et là, la certification des comptes, effectivement, le commissaire aux comptes, de par sa mission, il s'occupe de la régularité fiscale aussi. Est-ce que c'est une garantie à 100%, ça? Il n'y a rien qui peut garantir quoi que ce soit à 100%. Même si on est dans les systèmes les plus efficaces, on est de l'assurance. Avec les commissaires aux comptes, quand je vois ce qui s'est passé au niveau de la Samir, je me dis des fois... Non, mais... on est d'accord. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un système au monde qui peut garantir la précision à 100%. On est de l'assurance. L'assurance est raisonnable. Et pour la SAMIL, puisque vous avez évoqué Parce que les comptes ont été certifiés par des commissaires aux comptes pendant plusieurs années, puis la justice s'est rendue compte qu'il y avait des faux usages de faux en écriture comptable. Les journaux, les médias, etc. C'est pas une question de compte, la SAMIL. C'est pas. Parce que j'ai lu, moi, dans les journaux, etc., comme tous les Marocains, c'est pas un compte, c'est pas un problème de compte. C'est un problème qui vient, si j'ai bien compris, de loin. C'est un problème d'équilibre financier. C'est un problème de fonds qui ne sont pas suffisants. Et donc, c'est pas une question de parce que j'ai lu, c'est pas une question de compte. Il y a des fuites, évasion fiscale, il y a beaucoup de choses et des choses pas déclarées. Donc, sur des comptes qui ont été audités par des commissaires aux comptes, c'est juste par rapport à ça. Mais simplement, moi, sur le terrain de l'éthique, et ça, Mme Maguéry, entre le salarié qui est prélevé à la source à 38% et des professions libérales et qui ont une contribution qui est 4 fois inférieure à celle du salarié du secteur privé. Est-ce que pour vous, ça vous dit là effectivement quelque chose qui n'est pas normal? Oui, quand on a parlé tout à l'heure de système c'est juste de sur équité ou inéquité. Mais quand on prend la DGI nous dit voilà, 49% des recettes fiscales proviennent du salarié du secteur privé et 11% des professions libérales, c'est-à-dire l'IR professionnel. Je me dis, je trouve ça fou, moi, pas vous?
Oui, je pense que tout à l'heure, quand on a parlé de diagnostic, oui, ça fait partie du diagnostic à faire. C'est-à-dire, il ne faut pas tirer des conclusions rapides, c'est pas mon genre. Oui. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre ce système-là, hein, le diagnostiquer, de voir toutes les situations où on pense qu'il y a inégalité. Parce que c'est pas un problème finalement de revenus salariaux, de revenus professionnels et professionnels libéraux, mais c'est une question de comment on veut que cette équité soit perçue. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas que le revenu salarial et le revenu professionnel, il y a d'autres revenus. Il y a le revenu foncier, il y a le revenu agricole, il y a les revenus de sources étrangères. C'est-à-dire que l'idée c'est de dire, il y a les revenus passifs aussi, il ne faut pas les oublier, tout ce qui est dividendes et intérêts. En fait, l'idée c'est de dire, il faut, à un moment donné, et c'est ce que je pense, c'est l'objectif même déclaré au niveau de la note de cadrage d'assises, prendre ce système-là, le décortiquer et de dire, voilà les situations où peut-être qu'il n'y a pas assez d'équité. C'est-à-dire que l'équité, finalement, c'est pas quelque chose d'absolu. Il faut la chercher du côté relative. Est-ce que l'équité, il faut la chercher du côté du salarié du privé ou chez les professions libérales? Parce que le salarié du privé. De manière générale, à situation comparée. Il ne peut pas payer plus, il est à 38%, c'est le plafond. D'ailleurs, il a des taxes fixées. Il peut plus. On est bien d'accord. Les 50 milliards de dirhams qui manquent en termes de recettes fiscales, et c'est l'État qui estime à 50 milliards de dirhams. Aujourd'hui, les sous, ils ne sont pas allés chercher ou à trouver du côté du salarié du secteur privé. Ils sont chez les professions libérales. On est bien d'accord. Oui, mais vous considérez que non, que c'est pas le cas. Moi, je peux pas dire d'accord ou pas, parce que il faut faire ce diagnostic. Il faut faire ce diagnostic pour dire que déjà l'assiette elle-même, comment elle se répartit, d'accord. Il faut élargir les cotisants du secteur privé. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer des conclusions rapides comme ça. Oui. Il faut faire un diagnostic dans la sérénité et de dire voilà comment l'IR aujourd'hui il se calcule pour tous les revenus, quelle que soit leur nature. Mais il y a les nouveaux barèmes. Voilà la manière de s'assurer que tout le monde est imposé correctement, en fait, équitablement. Je pense que ça a été fait par la DGIS avec les nouveaux barèmes en fin d'année. Oui, maintenant on est au macro. Pour les notaires, pour les avocats, pour les architectes, pour les experts comptables, pour tout le monde. Oui, mais maintenant on est au macro. Au macro, c'est-à-dire qu'on dépasse ces questions de détails pour dire on a un système, il est là, il faut diagnostiquer ce système, sachant que la fiscalité a un autre objectif, autre que les recettes fiscales, et un autre objectif, c'est l'objectif économique et social. Comment rebooster la croissance économique. Bien évidemment, mais aussi elle a aussi un objectif parfois de redistribution des revenus et des richesses pour des considérations sociales. Et donc la question est plus large que ça. Elle est plus large et de dire par exemple, est-ce que le fait d'imposer par exemple une entreprise de la même manière alors qu'elle opère au sud et l'entreprise qui opère au centre, par exemple, est-ce que c'est équitable? Moi, je pense que c'est pas équitable aussi. Une fiscalité selon les régions, une fiscalité régionale. Pas forcément selon les régions, mais la question de l'équité, le problème de la question de l'équité, c'est qu'elle est relative. Ce qui est équitable pour quelqu'un n'est pas forcément équitable pour l'autre. Et l'idée de dire, c'est que la fiscalité, certes, elle doit être neutre par rapport à la décision d'investir ou pas, par exemple. Il ne faut pas que la fiscalité soit la motivation, à mon avis, centrale pour investir. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à situation égale, impôt égal. À situation égale, impôt égal. Je pense que c'est ça le débat, à mon avis. C'est pas le débat de. Mais vous imaginez si on commence à élargir focuser sur une catégorie ou un secteur ou quelle que soit sa nature, quelle que soit sa contribution. L'idée, c'est de dire, on a un système, il est là. Comment faire pour que ce système soit également efficient? Ça veut dire que comment faire pour que tous ceux qui doivent payer l'IR ou l'IS ou j'en sais quoi le fassent avec efficacité et avec efficience et que la contrepartie aussi soit de qualité. Vous considérez-vous que par exemple sur l'IS, parce qu'il y a IS, IR, TVA, est-ce que sur l'IS à 31% pour vous considérez que c'est il faut maintenir ou alors il faut essayer de revoir la baisse un petit peu quand on sait que la moyenne mondiale de l'impôt sur les sociétés il est autour de 25%. Nous on est à 31%, donc un peu au-dessus. Est-ce qu'il y a des gens où il n'y a pas de débat? Je préfère parler beaucoup plus de la pression fiscale et pas de taux lui-même, parce que le taux lui-même ne veut rien dire. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'auto effectif. C'est-à-dire que. Il y a l'auto réel. Parce que 31 de 5, ça peut être facilement 20 de 10. C'est-à-dire que, il faut voir le 5 et le 10, comment c'est calculé. C'est-à-dire l'assiette fiscale, comment il est appréhendé. Est-ce que c'est du réel? Est-ce que c'est est-ce que c'est de l'estimé? Est-ce que c'est de indiciaire, etc. Il faut voir la base elle-même. Mais moi, je pense que. Donc il y a débat ou pas pour vous là-dessus? Il y a un débat parce que, effectivement,
on est, comme je vous ai dit, dans une économie ouverte et on a d'autres concurrents à côté, au nord et à l'est et au sud. Et parmi effectivement les indicateurs clés qui sont souvent, en tout cas, cités quand on parle d'investissement et de l'attraction de l'investissement, l'attractivité, tout ça, c'est la pression fiscale. La pression fiscale. Et cette pression fiscale, ce n'est rien d'autre que la part des recettes fiscales par rapport au PIB. Et donc là sur le coup, est-ce que nous, on n'est pas très, très compétitifs en la matière? Je pense qu'on est au milieu. On est au milieu. On n'est pas non plus très mauvais. Non, c'est juste à dire, en termes d'attractivité, effectivement, est-ce qu'on peut être plus performant qu'on ne l'est aujourd'hui? Oui, on peut l'être. En termes d'offres fiscales. Oui, on peut l'être et je pense qu'on doit l'être pour rester compétitif, ne serait-ce que par l'attraction des investissements, parce que c'est très simple. L'acte d'investir, c'est lui finalement qui va garantir la croissance, la création des richesses, la création de valeur pour notre économie, et qui va aussi garantir la création des emplois. Donc il ne faut pas se leurrer. Et pour cela, il faut qu'on soit compétitif sur tous les plans, et le facteur fiscal est l'un des facteurs qui peuvent influencer la décision. Magali, vous avez parlé d'élargissement de l'assiette, parce que très souvent on parle d'élargissement de l'assiette quand ça concerne les salariés. Mais quand ça concerne l'entreprise, on en parle beaucoup moins. Est-ce que vous considérez que par exemple sur l'IS, on peut maintenir ce taux à 31%? Même si effectivement dans l'effectivité, des fois c'est pas 31, c'est largement en dessous, mais qu'il faudrait beaucoup plus s'attaquer et que vous encouragez, vous, la Direction Générale des Impôts, à aller s'attaquer vers les entreprises qui ne s'acquittent pas de l'IS. Et on sait qu'elles sont majoritaires. L'article d'assiette, je pense que la Direction Générale des Impôts, il fait son travail à ce niveau-là, puisqu'il... Non, il y a les chiffres, il y a tout. C'est sa mission légale, donc il fait du contrôle. Tout à fait. Mais je pense que quand on parle de l'élargissement de l'assiette, on parle beaucoup plus de la pertinence, si vous voulez, des dépenses fiscales, en réalité. C'est-à-dire, c'est de dire... Aujourd'hui, on a des exonérations, beaucoup d'exonérations au niveau de notre système fiscal, qu'il soit national ou territorial. Et à un moment donné, on se pose la question sur la pertinence de ces exonérations. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Est-ce qu'il y a un effet ou pas? Et vous en pensez que vous avez fait une étude, un diagnostic au niveau du Conseil de l'ordre là-dessus? Je pense que c'est l'une des questions qui sera, en tout cas quand on lit la note de cadrage des assises, c'est l'une des questions qui seront traitées justement, et de dire quelle est la pertinence aujourd'hui? Qu'est-ce que chaque exonération a apporté à notre Parce que tous les ans, ça coûte 35 milliards de dirhams. Tous les ans, ça coûte 35 milliards de dirhams à l'État, la dépense fiscale. C'est ça moi, en tout cas, quand on parle de l'élargissement de l'assiette, c'est ça le plus important à mon sens. C'est de dire ces 35 milliards-là, comment faire pour s'assurer qu'effectivement ils ont un impact social, économique, etc. Et vous qui connaissez bien le monde de l'entreprise, sur les 140 000 entreprises qui se déclarent chaque année en déficit structurel, 140 000. Je parle juste pour situer pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est 140 000 sur 500 000 entreprises qui sont référencées au niveau de la Direction Générale des Impôts. On a 140 000 entreprises qui chaque année déclarent un déficit qui devient structurel. On fait quoi à ce niveau-là? Selon vous, est-ce qu'il peut y avoir une fiscalité qui peut répondre et qui peut apporter une réponse, ou ça va être plus compliqué que ça? Il n'y a pas de solution miraculeuse. Je pense la réponse doit être un peu composée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses à cette question. L'une des réponses. Souvent la facilité, c'est l'amnistie fiscale. Oui. Parce que je crois savoir que les 3/4 de ces personnes qui se déclarent un déficit chaque année, c'est parce qu'elles ont peur de déposer le bilan et que du coup d'avoir un contrôle. Oui, c'est ça ce que je voulais dire en fait, c'est de dire qu'il faut déjà diagnostiquer les 140 000, oui, c'est vrai. Voir effectivement quelle est la part de ces 140 000 qui sont vraiment comme vous avez dit, des canards boiteux. Mais il faut voir. Mais moi, je pense que c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas dit canards boiteux. Vous avez dit que 140 000, il y en a ceux qui sont structurellement déficitaires. Ah oui, ça c'est le chiffre officiel. 140 000 déficits structurels chaque année. Oui. Maintenant. On peut pas dire quelle est la solution in fine. La solution doit être composée, comme je vous ai dit. C'est-à-dire, il y a un certain nombre Parce qu'il faut trouver une solution. C'est récurrent d'année en année. Oui, donc c'est un cumul je pense, de réponses qui peut éradiquer ce fléau. Mais moi, je pense que déjà, il y en a celles qui sont réellement déficitaires. Ils sont déficitaires. D'accord. Il y en a ceux qui sont aujourd'hui des sociétés qui sont envieuses et qui sont là, qui ne fonctionnent plus depuis des années, etc. Peut-être qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. À mon avis, ça apporte rien. Vous en connaissez en création de richesse. Vous en connaissez vous? Oui, nous sommes, comme je disais, au terrain de temps à autre. On les voit, bien sûr, on les voit de temps à autre. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ces entreprises-là? C'est des sociétés qui sont là et qui fonctionnent plus, c'est-à-dire pour différentes raisons. Plus d'activité, où il y a toujours une petite activité.
Toujours une petite activité. Oui, ça tourne. Oui. Il y a un peu de tout. C'est pour ça que je vous dis que la réponse ne peut pas être unique. C'est plusieurs réponses en même temps, elle est composée. Et l'une des réponses, justement, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est l'élargissement de l'audit. Parce que tant qu'il n'y a pas d'audit aujourd'hui financier qui est imposé, je dis bien imposé aux entreprises marocaines, quand je dis imposé, c'est-à-dire de par la loi. Et évidemment, compte tenu d'une approche participative, etc. Je pense qu'il faut élargir le spectre. Quand on sait que, par exemple, dans un pays comme la Tunisie, l'audit financier est presque devenu une obligation pour toutes les entreprises, même de petite taille. Et quand vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit que ce bilan-là, qui est déposé, même en tant que déclaration fiscale, annexé à une déclaration fiscale, ne présente pas un minimum d'assurance par rapport aux chiffres qu'il présente, bien évidemment, il faut s'attendre à tout. Et c'est pour ça que je dis, et je l'ai toujours dit, il est temps, grand temps de revoir les critères, les critères qui obligent, si vous voulez, une entreprise à se faire doter d'un commissaire aux comptes, à désigner un commissaire aux comptes, à certifier ses comptes. On a eu du mal à doter les commerçants grossistes d'une adresse électronique pour une facturation électronique. Oui. Et demain, vous pensez qu'on va réussir à imposer aux entreprises, y compris celles qui se déclarent en déficit chaque année, d'avoir un audit financier, d'avoir des comptes et un bilan certifié? Moi, je parle pas. Moi, ça me fait peur, ce qui s'est passé avec les commerçants grossistes. Moi, je parle pas du court terme. Ça vous fait pas peur, ou ce qui s'est passé avec je parle pas du court terme. Moi, je pense que l'action doit être. Mais il faut du courage. Il faut y aller. Quand on décide, on y va et on fait. Est-ce qu'on a le choix? Non, mais c'est ça la question qui se pose. Quand on dit est-ce qu'on a le courage, ça veut dire que c'est comme si on a le choix. Moi, je pense que. Est-ce qu'on avait le choix avec les commerçants grossistes? Tout le projet de la digitalisation de l'économie aujourd'hui, il ne faut pas le contourner des aspects fiscaux. La signature électronique. De la signature électronique, la question de l'adresse email, la question même de la comptabilité électronique, tout ça. C'est question de temps. Et moi, j'ai toujours dit, et je le redis encore une fois, que la digitalisation, c'est une question stratégique pour le pays. Et moi, je peux même vous dire que les pays qui vont arriver à se digitaliser rapidement dans les futurs, c'est des pays qui vont marquer quelques points de croissance, même par rapport au Maroc. Moi, je pense que c'est quelque chose à anticiper. Ça veut dire quoi anticiper? Ça veut dire qu'on n'a pas le choix et qu'on ne le veut pas, demain ou après-demain, on va passer à la digitalisation. Maintenant, je pense que toutes les personnes sensées qui vous écoutent vont applaudir parce qu'elles se retrouvent dans votre propos. Maintenant, ce qu'il faut discuter, c'est comment. Toutes les personnes qui ont l'esprit critique et qui se disent et qui ont suivi de près ce qui s'est passé avec les commerçants grossistes, ils vont dire déjà qu'on a reculé devant les marchands, devant les commerçants grossistes, parce que c'est ce qu'on a fait. On a reculé. Oui, mais la loi est toujours là. Oui, la loi c'est suspensif. C'est pas reculer de sens reculer, c'est beaucoup plus chercher une solution avec une approche participative pour qui ne concerne pas que le commerçant d'ailleurs, ça concerne tout le monde, quoi. Oui, non, mais directement, ça concerne tout le monde. Une nouvelle réglementation, une nouvelle loi. C'est comme si demain vous me dites, on va aller modifier la loi sur l'expertise comptable, mais sans se concerter avec les professionnels d'expertise comptable, avec les experts comptables. Ça serait vraiment. Et vous le savez, par exemple, sur la facturation électronique, on en parle depuis 2014, 2015, ça a été introduit dans le projet de loi de finances 2018, donc vous le saviez. Oui, on le sait. En tant que professionnel, en tant qu'expert comptable. Mais c'est pas encore entré en vigueur. Oui, mais vous le saviez, je vais dire l'existence. Donc... Oui, on peut pas ne pas le savoir, et puis on le sait et on l'a salué. Parce que ça, à mon avis, c'est l'une des mesures, à mon avis, qui sont pas court-termistes. C'est des mesures, à mon avis, structurantes de notre économie et de notre environnement des affaires, et que c'est nécessaire si on veut bâtir quelque chose. Tout à l'heure, vous parlez de l'équité, c'est quelque chose de nécessaire si on veut aller à l'équité. C'est-à-dire qu'il y a un lien indirect entre la digitalisation et l'équité, qu'on le veut ou pas. Et entre les deux, il y a l'honnêteté. Bien évidemment. Moi, ce que je dis, c'est que tout le débat doit être contenu sur le comment, pas sur le principe. Si d'ores et déjà on est d'accord sur le principe, très bien. C'est-à-dire tout le monde est d'accord pour payer l'impôt qu'il doit payer. Tout le monde est d'accord pour payer l'impôt qu'il doit payer. De manière simplifiée. Tout le monde est d'accord pour un système efficace. Et la digitalisation permet l'efficacité qui soit juste. Oui, qui soit juste. Que je paye en fonction de ce que je gagne. Bien, ça c'est constitutionnel. Et puis c'est même l'un des dispositions même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette histoire-là, de contribution sur les 6 moyens, etc. Moi, je pense que le débat, il doit être déplacé vers plutôt le comment. Et ce comment,
effectivement, il nécessite une concertation avec les professionnels, avec les entreprises, avec les citoyens, pourquoi pas, etc. Et on prendra le temps qu'il faut, à mon avis, pour que ça se fait dans de la célérité, oui, mais aussi de la sérénité. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'on subisse les effets pervers de la digitalisation, comme c'est le cas ailleurs. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut planifier dans le temps. Et je pense qu'on est vous avez parlé de la facture électronique. Il est prévu effectivement par la loi de finances 2018, mais c'est pas encore entré en vigueur. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine planification derrière. Vous voulez me poser la question? Pas à vous, mais non, mais je peux vous répondre. C'est parce que personne n'a pris ses responsabilités. Vous savez, avant de vous recevoir, je reçois souvent des responsables politiques de différents partis. Il y a eu l'absence totale de courage politique. Parce que le politique n'a pas pris ses responsabilités, puisqu'il l'a voté dans la loi de finances, le projet de loi de finances. Tous les corps intermédiaires, dont vous faites partie d'ailleurs certainement, les experts comptables et d'autres corps aussi, étaient parfaitement au courant. Seulement, on s'est dit, voilà, ça va passer comme une lettre à la poste, sauf que cette fois-ci, c'est pas passé. Et que du coup, la DG se retrouve un peu seule. C'est même pas encore entré en vigueur. Non, ce que je veux dire, ça devait rentrer en vigueur. Ça devait rentrer en vigueur en 2019, on est bien d'accord? Non, il n'y a pas encore de décret. La loi, elle fait renvoyer vers un décret qui oui, mais c'était prévu. Je crois savoir que c'était prévu pour une entrée en vigueur durant le premier semestre 2019. Non, pas pour la facture électronique. Non, pas pour la facture. C'est ce qui a été dit par la Direction générale des impôts, c'est ce qui a été dit par le gouvernement. Non, je sais pas. C'est pas la facture électronique. D'accord. C'était quoi qui était prévu? On parle d'autre chose. Mais moi, je pense que. Attends, c'est important parce que c'est une information, parce qu'on n'a pas d'information, on n'a pas suffisamment d'informations. Donc vous êtes en train de dire que la mesure concernant la facturation électronique ne devait pas rentrer en vigueur initialement durant le premier semestre 2019. Oui, parce qu'on attend un décret qui n'a jamais vu le jour. Oui, mais c'est après le décret, c'est-à-dire que le décret devait sortir durant le premier semestre 2019, initialement. Et le décret n'est pas encore sorti. Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que. Mais c'était prévu. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur oui. le. Non, je bosse. Parce que la première personne qui me dit c'était même pas prévu, donc. Essayons déjà de se mettre d'accord sur l'approche. Moi, je pense que la question c'est sur le comment. Et cette histoire de comment est liée comment faire passer la pilule. Pas la pilule. Tout à l'heure, on s'est mis d'accord sur le fait que tout le monde doit contribuer et que avec justice, avec équité et à situation égale, impôt égal. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui dit l'inverse. Maintenant, sur ce comment faire de la digitalisation un cheval de bataille pour aller vers le plus d'efficacité, parce que c'est ça ce qu'on veut. Et cette efficacité, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est même pas que fiscale. Il n'est pas que fiscale en réalité. Non, elle est aussi fiscale, mais elle n'est pas que fiscale. L'efficacité, moi, je vais au-delà. C'est une efficacité même de l'économie, de notre économie. Vous avez parlé de nouveaux modèles de développement, oui. La digitalisation jouera un rôle important dans le nouveau modèle de développement. Parce que c'est un gain de temps, un gain de productivité. La connectivité, une économie de coût. Ah oui, c'est ça, de coût, mais surtout de connectivité. Il faut voir ce qui s'est passé entre les années 90 et aujourd'hui, quand le portable n'était pas à la portée. Ça, on est d'accord. Qui c'est qui est censé porter ce message-là? Quand les PC, faites pas les PC, mais les téléphones n'étaient pas, les smartphones par exemple. Qui c'est qui est censé porter ce message-là auprès des populations concernées? Parce que les populations concernées, ils le grossissent quand vous me dites, ouais, le décret, non, il n'était pas prévu, il y avait rien de prévu en 2019. Pas rien de prévu. Moi, j'ai pas dit qu'il n'y a rien de prévu en 2019. Moi, je vous dis que la loi de finances 2018 prévoit un décret qui n'est pas encore sorti. On ne peut pas parler d'entrée en vigueur de quelque chose qui n'est pas encore. Non, mais juste c'était prévu. Mais je me dis, qui c'est qui était censé porter ce message-là? Dire, vous savez, l'adresse électronique, ça va permettre de gagner du temps, de faire des économies. Et donc, du coup, c'est votre activité et l'économie dans son ensemble qui en sortira grandi. C'est ça, en fait. Oui. Parce qu'en même temps, ils disent, voilà. Même faire le lien entre la digitalisation et la compétitivité des entreprises. Complètement. Parce que du côté commerçant grossiste, on se dit, non, c'est facturation électronique, c'est une adresse électronique. Ça veut dire c'est un œil que va avoir la Direction générale des impôts sur toutes les transactions commerciales. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Ils vous l'ont dit, non? Oui. C'est pas l'œil de Moscou, mais c'est l'œil de Rabat sur l'administration fiscale sur nos comptes. Oui, dans notre ordinateur. Mais il y a des solutions à tout. Solutions à tout, c'est-à-dire que quand j'ai parlé du comment, c'est justement comment arriver à atteindre les objectifs escomptés de ces mesures, tout en garantissant une adhésion de tous. Donc je pense, donne le comment on va y confiance en fait. Et voilà, et créer un climat de confiance. Voilà, vous avez tout résumé. Et je pense que tout le monde maintenant a pris conscience que, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire citoyens, ou corps intermédiaires, au pouvoir public, etc. Tout le monde est à la page. Et que ces assises, c'est l'occasion justement de mettre tout ça sur la table, à mon avis. Est-ce que les experts comptables, peut-être vous, parce que je rappelle que vous avez un cabinet d'expertise comptable, je crois que vous travaillez en famille d'ailleurs. Est-ce que vous avez changé votre discours vis-à-vis de vos clients? Bien sûr. Disant, voilà, oui, attention, les choses ont changé, les choses sont plus claires, sont plus transparentes,
ce qui se faisait avant ne pourra plus se faire ni aujourd'hui ni demain. Est-ce que c'est ça le discours d'aujourd'hui? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que tout à l'heure vous avez parlé de la profession comptable, oui. Je pense que la profession comptable a un rôle à jouer, important. Ah, vous êtes le maillon fort, hein. Puisque le maillon faible, ça va être l'un ou l'autre. On est en contact avec les contribuables et effectivement permanent. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer au niveau surtout de la communication et de l'accompagnement. Parce que dans cette histoire, vous l'avez dit vous-même. Pédagogie, information. Oui, il y a beaucoup de pédagogie, mettre beaucoup le de doigt sur les communication enjeux, surtout, sur les enjeux, voilà. Expliquer, etc. Et je pense pour la profession comptable, c'est un rôle citoyen à jouer au-delà du fait que, effectivement. Partenaire de la DGI, vous êtes? On est des partenaires de pouvoir public plutôt. Et de la DGI, oui, on a un partenariat très poussé avec la DGI. Vous allez les accompagner là, sur tout ce qui va être fait dans les prochaines semaines, les prochains mois, les assises, voilà, après les assises. Oui. Vous allez les accompagner? Accompagner, même de par nos textes. Oui, mais non, mais c'est juste la loi 1585. Mais juste de dire, voilà, profession. Il parle effectivement d'accompagnement du pouvoir public dans justement de l'opérationnalisation des actions d'ordre économique, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on a un rôle à jouer d'abord parce qu'on est des partenaires effectivement privilégiés de l'administration, effectivement. On est des techniciens de la fiscalité. Parce que vous êtes entre la direction générale des impôts et le monde de l'entreprise. Oui, c'est pour ça qu'il faut se poser la question sur le rôle de la profession comptable, justement. Comment le rôle de la profession comptable dans le futur peut être un rôle, en plus de ces aspects accompagnement des entreprises, communication, etc. Comment la profession comptable peut jouer aussi un rôle plus déterminant. Est-ce que pour être plus fort, pour être plus puissant, pour avoir plus d'audience et plus de crédibilité, et c'est la même aguerrie, est-ce qu'il faut déjà aussi peut-être donner un coup de balai au sein de la profession chez vous? Oui. Je te pose une question. C'est-à-dire que... il y a à peu près 5000 experts comptables? Pas 5000 experts comptables. Ouais, tout confondu. La profession aujourd'hui, il y a trois composantes. Il y a les experts comptables, qui sont aujourd'hui 643 experts comptables. Combien vous avez dit? 643. 643 experts comptables. 643 avec 340 plutôt sociétés d'expertise comptable. Oui. Parce que la loi, elle parle d'experts comptables personnes physiques ou sociétés. Oui. Et on parle de quelque chose comme 6500 collaborateurs de haut niveau. Donc, ça, grosso modo, on est sur un peu plus de 6000. C'est 1000, si on veut dire les trois branches. Non, je parle des experts comptables maintenant. Oui. Alors, les experts comptables, la loi 1589 qui réglemente la profession d'expert comptable, il a effectivement consacré à l'expert comptable l'exclusivité d'émettre, de certifier ou d'auditer les comptes, d'émettre une opinion sur les comptes de manière générale. Sauf que cette mission d'audit des comptes aujourd'hui ne porte que sur un nombre très réduit d'entités économiques et de donc là aussi, vous voulez un élargissement. On est aujourd'hui à quelque chose comme 4500 commissariats aux comptes, si on veut dire. On est autour de ça. Vous avez parlé tout à l'heure de 500 000 entreprises. Sur les 500 000 entreprises, il n'y a que 4500 sociétés qui sont accompagnées par un commissaire aux comptes. Je pense que là, c'est quelque chose qu'il faut régler dans le meilleur délai pour que ces entreprises bénéficient de l'accompagnement justement des professionnels de haut niveau et pour que les 140 dossiers ou les 140 000 sociétés dont vous avez parlé qui sont déficitaires, peut-être que c'est parce qu'il manque aussi d'accompagnement, notamment d'un auditeur. Là, vous prêchez pour la profession, là. Mais c'est normal. Vous prêchez pour la profession, là, non? Vous parlez pour votre profession, vous prêchez pour votre profession. Ou c'est... non? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, potentiellement, vous cherchez de nouveaux marchés, des relais de croissance. Oui, parce que ça fait partie aussi de nos prérogatives sur le plan légal. Moi, je pense que au-delà de cette question, c'est l'intérêt qui compte le plus. Moi, je resté convaincu, en dehors du fait que je suis le président de l'ordre, je pense que nos entreprises ont besoin de plus d'accompagnement de professionnels de haut niveau. Et il n'y a pas mieux que l'audit financier pour ça. Parce que le processus de l'audit financier, il consiste à challenger c'est un audit de conformité, oui, mais il consiste à challenger le chef d'entreprise. Comme d'autres corps de métier. Et ça, le Aguerri, vous avez peut-être une sale image qui vous colle aussi un peu à la peau, des experts comptables qui sont beaucoup dans l'informel. Vous reconnaissez ce chiffre de 25-30% d'activité informelle au niveau de l'expertise comptable? Est-ce que vous le dénoncez, ce chiffre-là? Est-ce que vous le confirmez? Je le dénonce. Vous le dénoncez? Nous ne sommes pas une profession d'informel. Donc, il y aurait des pratiques un petit peu informelles que l'informel, parce que l'informel, on a une activité informelle au sein de notre économie, vous connaissez? Pas dans notre profession, parce que notre profession est, je peux même dire que peut-être
Et l'une des professions aujourd'hui aussi très difficile de faire de l'informel. Pourquoi? Parce que nos clients, en règle générale, ils payent en cash? Pas de cash, ils demandent des factures. C'est-à-dire qu'en règle générale, les experts comptables, ils sont aujourd'hui travaillent dans le formel, déclarent. Et d'ailleurs, même leur chiffre d'affaires, est facilement reconstituable, puisque même le client le déclare. Le déclare dans l'état des honoraires. Dans un état qui accompagne la déclaration annuelle imputable. C'est-à-dire que c'est pas. Et puis, on est souvent payé par voie bancaire. C'est-à-dire que je ne pense pas que dans notre profession. Vous n'êtes jamais payé en cash. Il n'y a jamais de liquidité, il n'y a jamais de client qui paye un expert comptable en liquide. Je pense que notre segment d'intervention aujourd'hui, ça doit être très limité. Très limité. Oui. Parce que vous êtes un honoraire libre, vous. Il n'y a pas de tarification. C'est l'offre et la demande. On n'a pas de tarification, justement. C'est le paradis, non? C'est le paradis, non? Non, ça ne nous a pas servi. Ça ne nous a pas servi. Ça ne nous a pas servi, absolument pas. Et ça, je le dis aux connaisseurs de cause. Puisque j'étais président du conseil régional de Casablanca et Sud de l'Ordre pendant 6 ans avant que je sois président du conseil national. Je peux le dire donc en toute tranquillité. Ça ne nous a pas servi parce que ça a attiré, aujourd'hui, on souffre d'une baisse des honoraires de certification de caisse de C'est le jeu de l'offre et la demande. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de marché d'audit qui est très étroit. Mais au-delà de l'étroitesse du marché, on ne rend pas service finalement à nos entreprises ni à notre économie. Ni sur le plan gouvernance, ni sur le plan transparence, ni sur le plan compétitivité, ni sur le plan efficacité. Vous appelez une réglementation sur le plan de pérennisation aussi. Est-ce que vous appelez une réglementation des honoraires? Oui. Oui. Comme un peu les médecins secteur 1. Je pense que pour toutes les missions qui sont réglementées, quand on est dans un cadre réglementé, où vous avez une loi qui réglemente un métier ou un service ou un produit, je pense que pour garantir un exercice même si je vais utiliser un mot qui est fort, sain de cette mission, à un moment donné, il faut absolument que les prix soit aussi encadré, pour ne pas dire fixé à l'avance, mais encadré, pour permettre un exercice aussi de qualité, pour permettre aux professionnels de travailler dans des conditions... Ça, c'est pour lutter contre les canards boiteux qui iraient dans la profession, en clair. Pas notre profession. Oui, mais enfin, il peut y avoir. Non, pas notre profession, pour rendre service plutôt à notre économie. Et ça, j'y insiste. Parce que si vous prenez aujourd'hui les statistiques, par exemple, des sociétés qui sont en difficulté financière et vous n'allez qu'à voir les tribunaux, vous allez voir que les entreprises qui sont en difficulté et qui ont un auditeur, qui sont très rares. Ils se comptent même au bout de doigts, j'exagère. Mais ce sont les sociétés où il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de commissaire aux comptes aujourd'hui, qui sont souvent, ou qui font objet des procédures de redressement et de faillite. Une entreprise en difficulté qui a un auditeur, ça existe aussi. Oui, mais ça n'exclut pas le risque d'être en difficulté. Mais ça c'est de l'absolu. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a aucun système aujourd'hui qui vous garantisse l'exhaustivité et les précisions, mais j'ai bien dit que si on prend les sociétés aujourd'hui qui sont en difficulté et vous comparez celles qui ont un commissaire aux comptes avec celles qui ne l'ont pas, vous allez voir que les sociétés qui sont en difficulté, qui ont un auditeur, ils se comptent au bout de doigts par rapport... c'est même pas comparable. C'est-à-dire que la majorité écrasante des sociétés qui sont en difficulté, c'est des sociétés qui souffrent de gouvernance qui n'est pas efficace, et c'est des entreprises qui ne sont pas finalement challengées dans leurs décisions. C'est des pas suffisamment ouvertes sur le monde extérieur. Il n'y a pas d'audit, il n'y a pas et c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes accompagné par un auditeur ou un commissaire aux comptes que ça veut dire qu'on n'allait pas être en difficulté. Non, c'est pas ça. Mais c'est une comparaison simple et directe entre le nombre de sociétés qui sont en difficulté aujourd'hui au niveau des tribunaux. Vous allez voir que majorité écrasante n'ont pas de commissaire aux comptes. Ni d'auditeurs, ni de... Ni d'auditeurs, ni même pas parfois d'experts comptables. Ça veut dire qu'ils sont très mal accompagnés. Oui, c'est ça la question. Et donc, nous, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut revoir la position de la mission de la profession comptable aujourd'hui, que ce soit sur le plan fiscal ou même un peu plus loin sur la viabilité de nos entreprises. Au niveau économique également. Sur le plan économique. Il faut se poser la question sur la pertinence des critères aujourd'hui de désignation d'un commissaire aux comptes qui doivent, à mon avis, être revus. Repenser l'expertise comptable aussi, est-ce que ça va être un des enjeux de votre congrès africain que vous organisez au mois de juin prochain, juste après les assises d'ailleurs, de la fiscalité, les assises de la fiscalité, c'est le 3-4 mai, vous c'est le 19, 20, 21 juin à Marrakech. Le 19, 20, 21 juin à Marrakech, c'est une messe de la profession comptable africaine
Quand je dis la profession comptable africaine, il n'y a pas que la profession privée. La profession comptable, ça intègre aussi les comptables publics et les auditeurs publics. Et c'est une occasion, effectivement, c'est une manifestation qui est africaine, mais en réalité elle est internationale, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est l'occasion, effectivement, de se poser la question sur le rôle que peut jouer aussi la profession comptable dans l'accompagnement du secteur public. Je sais que... Pourquoi vous dites le secteur public ? Oui, parce que c'est le thème du congrès. C'est vers un secteur public performant en Afrique. Mais pas un secteur privé. La performance, il intègre la gouvernance, il intègre la privé qualité du service, il intègre l'efficacité. Pourquoi pas le secteur privé ? Public et privé, parce que je crois que l'Afrique ne pourra se relever que sur deux jambes, avec le public et le privé. Donc, on peut dire privé aussi, pourquoi ? Parce que il n'y a pas de secteur privé fort sans secteur public fort. Ça, tout le monde le sait. Et même si vous avez, si vous faites un benchmark rapide comme ça au nord et au sud, vous allez voir que les pays qui excellent, c'est les pays où le secteur public tire le secteur privé. Et pour cette raison-là, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est méconnu. On sait très bien qu'aujourd'hui, toutes les règles qui sont applicables au secteur privé, en termes de management, peuvent aussi être utilisées dans le secteur public, y compris la comptabilité conventionnelle, la comptabilité patrimoniale, une comptabilité qui permet de dire est-ce que le secteur public est performant ou pas. On parle d'indicateurs de performance, et ça me rappelle aussi la fameuse loi sur les organiques des finances qui parle de rapports de performance, etc., d'indicateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement que les règles qui sont, bien évidemment, qu'on applique au privé, elles sont transposables dans certains, bien sûr, avec adaptation au secteur public. Avec une pression supplémentaire, c'est que le public doit être exemplaire aux yeux du privé. C'est pour ça que j'ai dit fort. Quand je dis un secteur fort, public fort qui tire le secteur privé, ça veut dire c'est dans l'exemplarité, mais aussi parce que la profession comptable aussi a un rôle à jouer. C'est ça, c'est là où il y a si vous voulez, le lien entre le congrès et la profession comptable dont vous avez parlé. Oui, la profession comptable a un rôle à jouer à ce niveau-là, et d'accompagner le secteur public, et d'accompagner les administrations, avec nos partenaires, bien évidemment, qui seront avec nous. Je commencerai par la Cour des comptes, la Direction générale des collectivités territoriales, le Trésor général du Royaume, la Direction des établissements publics au niveau du ministère des Finances, et la DGF aussi. La DGI. La DGI, bien évidemment. J'ai l'impression que je me suis dit, il l'a oublié ou c'est juste qu'ils ne sont pas invités. Comme ça par l'esprit, mais bon, tous les partenaires qui sont concernés par cette thématique de prix de loi au niveau du secteur public sont présents avec nous au niveau des commissions, ils nous appuient. Les patronats, les organisations patronales oui, bien sûr, on va faire appel à eux aussi également, parce qu'on est conscient que, D'ailleurs, il y a 2 ans, on avait organisé les assises de la profession sur le secteur privé. L'année dernière, au mois de novembre, à Rabat, on l'a organisé sur le secteur public. Et le Congrès africain viendra comme l'aboutissement de ces 3 années où il y a qui sont laborieuses et avec vraiment je pense, très pleine en enseignement et en renseignement et en information, en benchmarking aussi, puisqu'on benchmark les expériences au sud de l'Afrique, au centre, à l'international, puisqu'on aura avec nous aussi les internationaux. Et ça serait pour nous, effectivement, la question de se poser, de voir comment cette performance du secteur public peut être déclinée et comment on peut la mesurer, quel est le rôle, justement, que doit jouer la profession comptable, notamment dans l'accompagnement de mise en place de contrôle interne, dans la formation, dans les inventaires, pas pour les certifier, parce que ça c'est le rôle pour certains établissements publics, c'est le rôle de la moralisation. Mais c'est pour également être un relais, si vous voulez, de ces établissements, de ces entités publiques, pour justement arriver, en tout cas, à l'organique des finances, à un bilan. En tout cas, le Conseil de l'ordre des experts comptables que vous présidez est parfaitement engagé, c'est ça ? On est engagé. On est engagé au vrai sens du mot, sur tous les plans. Vous êtes engagé parce que vous dites c'est maintenant que ça se joue, que tout va se jouer. C'est maintenant, et puis parce que je sais le comment. Tout à l'heure, je parlais du comment. Oui, je sais et je pense que la profession comptable de son ensemble doit être un maillon de ce comment. Tout à l'heure, on a parlé du comment, oui. On est engagé pour, pourquoi pas, arriver demain à une économie qui se développe, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse. On n'a pas le choix. C'est la solution, et une fine qui crée de l'emploi aussi. Et la profession comptable a un rôle à jouer. Un des enjeux majeurs aussi, c'est de décliner le nouveau modèle fiscal pour les 5-10 prochaines années. Bon, au même plus.
Au moins 5, parce que au moins sur quand on parle sur une des lois décennie. cadres, effectivement, vous avez certainement vu l'encadrage. Quand on parle des lois cadres d'une réforme fiscale, il faut à mon avis, Plus de discussions de comptoir tous les ans à la veille d'un projet de loi de finances, de dire bon, on a juste ça, on a juste ça, c'est fini ça. On peut pas être de le court terme. On peut pas être de le court terme. Ça, c'est mon peut pas être que dans le court terme. On peut pas être de le court terme. L'objectif, c'est pas dans le court terme. Il y a des choses qu'on peut faire de le court terme, mais il y a certainement l'essentiel. Sinon, il sera pas une réforme. Ce sera pas une réforme. Ce sera pas une réforme fiscale. Sachant que le système fiscal actuel n'est pas non plus un système caduque, un système qui correspond parfaitement aux bonnes pratiques. La seule réalité d'ailleurs la seule réalité qui est sur le bureau de Mohamed Benchaboun qui vous a reçu, avec qui vous avez échangé, c'est que lui, il recueille les recettes fiscales aujourd'hui, c'est 200 milliards de dirhams plafonnés. Et c'est largement insuffisant. Donc il faut trouver de nouvelles sources et de nouveaux leviers de recettes fiscales. Donc il y a les collectivités locales, qui est un autre chantier qui va venir aussi. Quel est le challenge? Tel est le challenge, voilà. Ouais. Exposer, avec déplafonner, vous savez, c'est le déplafonnement de la dette, mais là ça va être déplafonner le niveau et le plafond des recettes fiscales. Ça va être aussi ça. Tout en sachant aussi qu'il y a à dynamiser l'économie, la rendre compétitive. Voilà. Vous voulez répondre à la question. Voilà, et à financer la création des richesses et des valeurs au sein de l'économie qui réglera le problème. On peut redistribuer les richesses que lorsqu'on en a créé. Voilà. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc, en tout cas, notre challenge, c'est le taux de croissance aujourd'hui qu'il faut absolument travailler pour avoir un taux de croissance suffisant. Qu'il faut rendre plus performant. Sur une redistribution efficace, et puis c'est pour créer de l'emploi. Et ça, et maîtriser l'équilibre global des finances publiques. Ça, je pense, c'est pour ça qu'il faut des sous. Et que les 50 milliards de dirhams qui manquent chaque année en termes de recettes fiscales, ça commence à peser lourd, ça commence à coûter cher. C'est pour ça. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Et Samuel Maguiri, je rappelle que vous êtes président de l'ordre des experts comptables depuis 3 ans. Depuis 2 ans. 2 ans. Quelques mois, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Les élections l'année prochaine. Candidat à votre succession, votre propre succession. C'est pas parce que je veux un scoop, hein, c'est juste pour savoir. Oui. C'est pas encore tranché, mais je pense qu'il est temps de laisser d'autres personnes prendre le relais et servir aussi la profession et le pays et l'économie de notre pays. Donc on aura compris que Samuel Maguiri ne sera pas forcément candidat à sa propre succession. Je peux dire ça? Oui. Hein, c'est être journaliste, faire du journalisme politiquement correct de dire ça. Merci. On verra. Merci à Samuel Maguiri en tout cas. À vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir débattu avec nous pour ce 3e grand format de l'Info en face. Je rappelle que vous êtes président de l'ordre des experts comptables. Les assises de la fiscalité, c'est le 3-4 mai prochain, à la veille du Ramadan. Et ensuite, pour autre rendez-vous pour la profession, 19-20-21 juin à Marrakech. Oui. Donc avec une dimension continentale, profession, pour repenser la fonction d'expert comptable aujourd'hui pour demain. Dans le secteur public aussi, voir quel est le rôle de l'expert comptable dans le secteur public et comment il peut être donné un coup de main finalement. Voilà, puisque le coup de main, faites attention parce qu'il y a les robots qui arrivent aussi à la robotisation, la digitalisation, donc il fera plus qu'un coup de main. On est des professions concernées, mais nous on l'accepte. Maintenant on le prépare. C'est vrai qu'il y a des professions il faut qu'on l'anticipe. Merci une fois de plus en tout cas à vous et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.